J'ai réalisé ce stage au MIT qui a été pour moi ma première expérience de stage concrète dans le domaine que je voulais faire. Donc c'était un stage qui s'est déroulé à peu près sur 9 mois, mais qui s'est déroulé en plusieurs parties parce que initialement ça devait être mon stage de recherche qui est proposé à l'ISEE Super Héros en fin de deuxième année. Et moi je suis actuellement entre la deuxième et la troisième année en année de césure. Donc, j'ai une année entière pour faire des expériences, des stages dans les domaines qui m'intéressent et gagner un peu en pratique dans nos formations qui sont quand même assez théoriques. Et donc, j'ai fait cette première expérience qui devait au début durer 3 mois au MIT. Et ensuite, elle a été prolongée. Et aujourd'hui, je la conclue à peine. Et ça va faire 9 mois. Et ça m'a permis de mener à bien, avec quelques papiers à la fin qui sont encore en rédaction, cette expérience de stage au MIT. Très bien. Alors, peux-tu nous présenter un petit peu la dynamique de recherche au sein du MIT, tout en nous rappelant ce que c'est concrètement le MIT? Parce qu'on en entend souvent parler, mais on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Ouais, le MIT, c'est une université américaine qui est située juste à côté de Boston. C'est Massachusetts Institute of Technology. Donc, c'est l'université de technologie de l'État du Massachusetts où elle est située. Donc, juste à côté de Boston aussi, également juste à côté de Harvard. Euh, et c'est une grande université autour des sciences et de l'ingénierie. C'est de là où a émergé de nombreuses technologies qui sont tout autour de nous aujourd'hui, à l'exemple des transistors. Et en fait, c'est une université qui est quand même assez centrée sur de la recherche, sur des laboratoires. Il y a énormément de laboratoires. Et c'est au niveau de comment on s'imagine une université américaine. Ce qui était un peu surprenant pour moi, c'était que c'était une université qui était en centre-ville, qui est dans le métro, en 2 arrêts, on est au centre-ville de Boston, à 2 autres arrêts, on est à Harvard. Et, et en même temps, c'est assez petit. Les bâtiments sportifs, ils sont très proches des laboratoires, donc pour nous, c'est génial. Et en même temps, les laboratoires, ils sont quand même très, très rapprochés. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose et c'est pour ça aussi que le MIT a su attirer des très bons ingénieurs et des très bons scientifiques. C'est super bien placé. Et même euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de laboratoires d'entreprises privées qui soit ont des laboratoires en conjoint avec le MIT, soit sont juste à côté de l'université. Ça permet aussi d'attirer des étudiants, etc. Euh, mais en tout cas, ouais, c'est un grand centre de recherche dans le monde. Euh, pour en dire un peu plus ouais, sur la dynamique de la recherche aux États-Unis, pour moi, ce qui m'a pas mal surpris, surtout dès le début, c'est le fait que les échanges entre les différents, au sein du laboratoire et même entre les laboratoires, sont extrêmement, enfin, c'est quelque chose qui sont extrêmement stimulés. Presque tous les jours, il y a des échanges qui sont soit autour d'une boisson, soit autour d'un repas, en général le midi. Euh, et un chercheur, un doctorant, peut-être un professeur, il vient présenter les travaux qu'il a menés ou les travaux qu'il est en train de mener. Et ça permet en fait vraiment de comprendre un peu, avoir plus de contexte quand c'est même au sein de ton labo, avoir plus de contexte sur les sujets que tu traites, et arriver à prendre un peu de recul, même par exemple 1 heure entre midi et deux quand tu manges. Et sur des sujets beaucoup plus ouverts, ça permet de nourrir un peu sa curiosité scientifique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. Ouais, super intéressant. Le fait de pouvoir tous les jours en apprendre un peu plus et surtout pouvoir facilement communiquer avec ses collègues à travers ses repas, comprendre, avoir du temps pour comprendre sur quoi travaille un peu tout le monde. Et je pense que c'est une bonne manière de favoriser les synergies entre chercheurs, et de faire que des bonnes idées, euh, que les Il n'y a pas de étincelles un peu muraille de la de Chine, quoi, recherche en fait. démarrent. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de muraille de Chine, en fait, entre les idées, les chercheurs, les étudiants, les stagiaires. Toutes les personnes sont comprises. C'est ce qu'on ressent quand on s'intéresse, bien entendu, aux différents profils, notamment à ceux qui étaient présents au JPL ou sur d'autres grands centres scientifiques.
On a souvent cet écho de vie, quoi, et cette vivacité, de cette créativité, de ces grandes idées qui circulent facilement. Alors, au niveau de la culture professionnelle aux États-Unis, du mythe en particulier, est-ce qu'elle est différente de celle de l'Europe et de la France en particulier? Comment en fait ça fonctionne en fait? En fait, ils ont, les États-Unis ont aussi des labos un peu d'État qui sont financés par l'État et qui permettent de faire de la recherche dans certains domaines de pointe. Mais certains laboratoires universitaires reçoivent aussi des sommes assez considérables et sont sponsorisés par des ministères, des départements d'État pour mener de la recherche sur un sujet. Donc ça permet aussi d'avoir des sommes d'argent assez considérables pour mener des recherches de pointe dans des universités. Euh, je pense qu'en France, on n'est pas un pays qui a la même échelle sur ce point-là des financements. Et les États-Unis ont ce pouvoir-là. Et c'est une réelle différence. Au MIT, il y a aussi un aspect qui est, je pense, assez unique des grandes universités américaines, c'est d'avoir des sommes réellement considérables dans les finances des universités qui viennent d'anciens élèves qui ont fait fortune et qui, avec beaucoup d'argent, essayent de redistribuer un peu leur argent dans des projets de recherche qui les attirent, qui les intéressent. Euh, euh, et ça permet de financer. Il y a certains grands laboratoires de recherche qui sont financés des fois par un seul riche homme d'affaires qui est ancien du MIT et qui en fin de vie voilà, fait un don, ou même pas forcément en fin de vie. Et, et ça, je pense que ça change aussi pas mal. Moi, je le voyais aussi, même pendant mes recherches, je sais que ça a intéressé mon professeur et l'organisation aussi peut être peut-être un petit peu différente. Je peux en dire un petit mot sur vraiment l'équipe avec qui je travaillais. Nous, on avait un enseignant-chercheur qui a le rôle de professeur, enfin qui a le statut de professeur et qui donc donne quelques heures par semaine, mais c'était quand même assez peu, je trouvais des cours pour des jeunes qui sont soit en doctorat, soit en undergrad. Donc, c'est les 4 premières années après l'équivalent du lycée. Et à côté, il mène ses recherches avec un groupe de recherche qui comprend des doctorants, des postdoctorants, ce qu'ils appellent research scientists, donc des chercheurs un peu plus expérimentés. Et comme moi, il peut aussi accueillir des stagiaires internationaux ou des stagiaires nationaux. Et donc moi, par exemple, du professeur, il y avait une équipe assez resserrée qui communique énormément, qui s'entraide énormément, d'une dizaine de personnes. Et ça, c'est génial un peu pour tout le monde parce que ça permet d'échanger très rapidement. Lorsqu'il y a, par exemple, moi, dans mon cas, c'était plus de la détection. Donc quand il y a des découvertes qui émergent, bah, hop, on peut les traiter très rapidement. On peut avoir différents points de vue, que ce soit de jeunes ou de personnes expérimentées, et on peut les avoir dans la journée. Euh, Moi aussi, ce qui m'a pas mal surpris, c'est qu'on avait une grande disponibilité du professeur en fait, est à peu près comme un directeur de recherche. Je pense qu'il est plus comparable à ce qu'on pourrait on pourrait appeler comme des directeurs de recherche qui managent un petit groupe de chercheurs. Voilà. Et ouais. C'était quoi le domaine de recherche que tu faisais? C'était sur les exoplanètes, c'est ça? Oui, c'était sur les exoplanètes, mais le MIT, ils ont deux grands laboratoires enfin, ils ont un grand laboratoire d'astrophysique qui s'appelle CALVI, et ensuite, il y a aussi un autre laboratoire qui s'appelle EAPS, le Earth, Atmospheric and Planetary Sciences. Et donc, en fait, donc en général, c'est des sciences qui touchent à la météorologie, aux sciences de la Terre, par exemple, voilà, la tectonique des plaques, à l'océanographie. Mais en fait, au dernier bâtiment de cet étage, qui est un bâtiment assez connu du MIT, qui est une des grandes tours, alors qu'en général, l'université est quand même assez plate. Sur les derniers étages, il y a quelques chercheurs qui travaillent sur la science planétaire dans notre système solaire ou même sur notre système solaire. Et moi, j'ai travaillé au sein d'un groupe qui s'appelle Disruptive Planets, et donc qui cherche comme il dit, des petites exoplanètes qui ont des particularités différentes. Euh, et donc moi, j'ai travaillé plus particulièrement autour des naines blanches, qui sont des petites étoiles en fin de vie, et avec un grand intérêt scientifique parce qu'elles
l'identification d'exoplanètes autour de ces naines blanches, bien qu'elle amène d'autres enjeux théoriques, permettrait une bien meilleure étude spectroscopique de leur atmosphère et donc permettrait d'essayer de définir, de trouver, détecter des molécules dans ces atmosphères-là.